Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditrices et auditeurs. Vous êtes bien sur la RBS 91.9 pour écouter de Strasbourg et d'ailleurs que vous propose le Conseil des résidents étrangers. Alors avec moi au micro, un grand revenant, Yankou, bonjour docteur. Bonjour Nabou, toujours ravi de vous retrouver chers auditeurs et surtout pour évoquer des thèmes qui me sont chers. Et notamment, nous allons parler de panafricanisme aujourd'hui. Parfait, on va faire une petite introduction après un petit bonjour de la part d'Eric qui est à la technique. Ah ouais, moi je commençais à être inquiet, je pensais que vous m'aviez oublié et tout. Non, Eric, on va jamais t'oublier. Coucou et tout, personne qui répondait. On est là en force pour évoquer justement le panafricanisme et je vois Eric qui opine de l'autre côté, qui se demande sans doute qu'est-ce que c'est que le panafricanisme. Bon, je ne vais pas Donc trop je détailler. pose la question officiellement, c'est quoi le panafricanisme? Je ne vais pas trop détailler parce que nous avons des invités que je vais vous présenter tout à l'heure pour nous éclairer sur cette thématique. Mais pour aller rapidement, c'est ce que le professeur Lucien Bambou a qualifié il n'y a pas très longtemps de construction politique visant à rassembler les Africains pour réaliser le développement global du continent. Je fais court. C'est une réalité? Réalité ou chimère, là est la question du jour. Et pour l'aborder, nous avons sur ce plateau deux invités qui se présenteront tout à l'heure. En attendant qu'ils s'installent, je pense que Eric nous a préparé une petite coupure musicale. Oui, une petite pause musicale. Alors, je vous propose une chanson de Renaud avant qu'il ne soit victime d'une attaque de body snatcher. Alors, les body snatchers, c'est les films Hollywood où on remplace les gens par des clones, des robots, des trucs comme ça, pour en faire des gens qui sont beaucoup plus serviles et sommaires. Enfin, de quoi transformer un rebelle en quelqu'un qui embrasse les CRS ou vote FN. Alors du coup, Renaud à une époque a écrit une très belle chanson qui s'appelle La Ballade nord-irlandaise. Genre, je fais un brouillon, je recommence. La Ballade nord-irlandaise. C'est beaucoup plus clair. Voilà. Mais attention, alors cette version est très spéciale parce qu'elle a été chantée et enregistrée hier soir en concert plein air à Falsbourg par un petit groupe qui mériterait d'être grandement reconnu, les Treehouse. Et comme mon anglais est déplorable, vous avez cru comprendre les trois maisons alors que j'ai dit les maisons arbres, ou alors littéralement les cabanes. Bon. Donc Okay. du coup, je vous propose la Ballade nord-irlandaise. La Ballade nord-irlandaise. Merci beaucoup. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur de Strasbourg et d'ailleurs l'émission hebdomadaire du Conseil des résidents étrangers. Nous avons sur ce plateau deux invités pour aborder la thématique sur le panafricanisme. On va peut-être demander à nos deux invités de se présenter. Oui, allez-y, professeur Sommet et Joseph Correa, vous avez la parole. Merci de vous présenter à nos auditrices et auditeurs. Merci de nous inviter pour discuter de cette question qui concerne certes l'Afrique, mais je pense qu'il concerne d'autres continents également. Roger Sommet, donc, je suis professeur d'ethnologie à l'Université de Strasbourg ici, à la faculté des sciences sociales et au département, à l'institut d'ethnologie bien évidemment, puisque je suis professeur d'ethnologie. Alors, moi, je m'appelle Joseph Correa, donc je suis sénégalais, étudiant, donc auteur d'un livre, Les fagots de souvenirs d'un étudiant sénégalais en France, et un second qui paraîtra peut-être au mois d'août, qui s'appelle Notes et soupirs, presse panafricaine au Canada. Et je suis également blogueur et compositeur. Bien. Avant d'aller dans le vif du sujet, on va peut-être aborder rapidement des questions d'actualité. Je suppose que vous avez tous suivi le tweet ravageur de notre ami Trump qui était au sommet du G7 au Canada. Moi, j'ai pas suivi, j'ai pas la télé, donc du coup, il parle de quoi? Alors, moi non plus, je n'ai pas trop regardé. J'ai une télé, mais je l'allume jamais. Ah! Donc, il n'y a pas de cinéphile sur ce plateau aujourd'hui. Si, Non, mais le ciné, c'est pourquoi pas la télé. Pourquoi j'évoque ce sommet? Parce qu'il réunit les
les grands du monde, on va dire, c'est le cercle fermé du G7. Donc, ils discutent de grandes questions des équilibres mondiaux. Et ils sont que 7. Tous les continents sont représentés et pas l'Afrique. Donc, qu'est-ce que cela appelle comme commentaire de votre part pour démarrer? Comme commentaire de notre part pour démarrer, moi, d'abord, je dirais que ce que dit Trump, il demande qu'on ne fasse plus entrer quoi que ce soit aux États-Unis, si j'ai bien suivi. Ça pose effectivement une question de relations internationales de mon point de vue, et ça pose une question de commerce international. Jusqu'à quel point on peut accepter les produits américains sur le sol européen, jusqu'à quel point on peut accepter les produits américains sur le sol africain. À partir du moment où il interdit l'arrivée des produits chez lui, je trouve qu'il serait normal que les autres continents fassent de même. Maintenant, est-ce qu'on peut vivre chacun de son côté sans regarder l'autre? Là est la vraie question, et je pense que Trump, sur ce point-là, se trompe littéralement. Jusqu'où il va aller, on verra bien s'il tiendra bien son coup. Mais il me semble que Trump, il oublie aussi quelque chose, parce que pour produire des choses aux États-Unis, il est obligé d'importer des matières premières, qui sont puisées pour beaucoup en Afrique. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que je dis. Alors après se pose la question, et là on est tout de suite dans le sujet. Après se pose la question de savoir comment les Africains font pour que ces matières premières ne tombent pas dans les mains des Américains, pour que eux ils continuent de produire et d'interdire en tout cas les autres de vendre sur leur territoire. Mais bon, je pense qu'on y viendra. On y viendra. Joseph, petite réaction. Mais juste sur la place de l'Afrique, puisque c'est la première question qui porte sur ça. Moi, je dirais tout simplement que d'abord le G7 réunit, comme tu l'as dit, les grands de ce monde. Initialement, ce sont les pays les plus industrialisés. Ce sont les pays qu'on considère comme étant les pays les plus industrialisés, qu'on considère comme ayant une puissance de frappe économique et militaire. J'ajouterais, qui se réunissent pour parler. En fait, ils se réunissent pour parler de quoi? Pour parler de l'orientation du monde. Et aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique que militaire. Et de ce point de vue, je dirais qu'ils se réunissent pour parler de comment, diriger l'Afrique. Et si c'en est ainsi, je vois mal comment est-ce que l'Afrique peut prendre part dans ce G7-là, puisque c'est d'elle qu'on va parler. Mais je reviendrai sur la question. Ok, Joseph. Alors, mon premier, le commentaire que je ferai justement de cette absence de l'Afrique. Bon, enfin, on parle d'absence de l'Afrique. Néanmoins, il y a 5 chefs d'État africains qui sont invités au sommet. Est-ce que tu as entendu l'un de ces chefs d'État s'exprimer? Justement, c'est là où c'était une petite nuance que je voulais apporter en disant ils sont là en tant qu'invités, spectateurs et non en tant qu'acteurs. Alors, ce qui va être décidé justement par ce groupe des 7 va les concerner directement. Et il y a un adage qui dit tout ce qui se fait pour moi, sans moi et contre moi. Et je pense qu'aujourd'hui, si on s'applique à cette pensée-là, cela montre tout simplement qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle orientation qui doit être faite, parce que moi, j'ai du mal à considérer justement ce G7, parce que pourquoi un groupe de 7 fut-il qu'il possède justement une force économique, militaire, comme le disait tout à l'heure le professeur, devrait-il décider au nom de tout le reste du continent? Je trouve que ça, c'est déjà un problème qui se pose, et l'absence de l'Afrique justement à cet événement pose également problème, sachant que tout ce qui sera décidé, l'Afrique sera obligée justement de se soumettre et de se plier, et là on assiste encore à un autre impérialisme qui ne dit pas son nom. J'insiste juste un peu encore sur cette problématique du G7. Donc là, on a cité des pays, les États-Unis, la France, et en parallèle, on met l'Afrique. Donc on parle d'un continent, ce qui traduit encore plus la faiblesse ou en tout cas l'absence de leader potentiel sur ce continent capable de porter ses idées. À quand l'émergence d'un leader en Afrique? Alors, à quand l'émergence d'un leader en Afrique?
Je pense que cela aura lieu au moment où tous les Africains, ou tous les chefs d'État africains seront conscients que dans la marche du monde, il faut plus un bloc ou des blocs que d'être tout simplement au micro-clivage, tout simplement des États qui nous ont été légués par la conférence de Berlin. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait est que c'est ce que tu relevais tout à l'heure, qu'on ait l'Afrique comme une espèce d'entité, et en ayant invité 5 chefs d'État africains, ça pose problème, sachant que ces 5 chefs d'État africains ne représentent ni l'Afrique, ni l'aspiration de l'Afrique tout entière. Donc je pense qu'il y a d'abord un débat interne qui doit être mené au sein des leaders politiques africains, ceux à qui la destinée des pays leur est confiée. Et je pense également, ce n'est que par cette cohésion qui doit être créée entre ces États-là que l'Afrique demain pourra s'affirmer, ou on pourrait espérer justement que l'Afrique puisse s'affirmer. Sinon, on sera toujours dans ces considérations que tu viens d'énumérer tout à l'heure, docteur Yankou, et je pense que ce qui est tout de même dommage, qu'il faut souligner. Moi, je ferai une petite nuance. Et sans entrer dans un mimétisme, je pense qu'il faut vraiment voir la question de la solidarité ou de la réunion africaine, du panafricanisme africain, mais ne pas laisser tomber totalement de côté les individualités. Je veux dire par là, l'émergence de l'Afrique, oui, il faut. L'Afrique peut émerger en s'unissant. Mais l'Afrique peut émerger aussi par des individualités. Pourquoi j'ai dit sans faire de mimétisme? Là, on parle du G7, mais en Europe, il n'y a pas tous les pays. Il y a quelques pays qui sont au G7. Et de ce point de vue, on peut dire que l'Europe en tant que continent est représentée. Et on sait très bien, si j'ai bien suivi, la Russie n'y est plus. Oui, exactement. La Russie n'y est plus. Pourquoi? Pour des questions de tension internationale, ils ont fait en sorte que la Russie ne soit pas là. Donc, il y a la question générale, solidaire, globale, qui peut être envisagée au niveau d'un continent. Et je pense que quand les Européens sont au G7, chaque pays parle pour lui, mais il y a des points sur lesquels probablement, à vérifier, probablement, ils peuvent se concerter. Et donc, quand je dis cela, je pense que nous devons envisager aussi l'émergence de l'Afrique du point de vue des individualités. Et quand je dis ça, je pense à quoi? Moi, je pense à l'Angola. Voyez, je pense à l'Angola. Pourquoi? Parce que l'Angola aujourd'hui est un pays, pour moi, qui est sur le plan véritablement d'émerger. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Angola, grâce ou à cause des années de guerre, a tiré une expérience, a tiré une leçon. Et aujourd'hui, en Angola, pour l'extraction du pétrole, l'exploitation des minerais, vous ne pouvez pas faire ça si vous ne vous associez pas avec une entreprise nationale. Ensuite, vous devez transformer sur place. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a une autonomie économique qui se fabrique. Voilà. Et on sait très bien que ces dernières années, les jeunes Portugais ont émigré en Angola pour travailler parce qu'ils n'ont pas de travail chez eux. À partir de ce moment où on a un pays qui arrive à se donner les moyens économiques pour se conduire, pour se construire, alors ce pays-là pourra émerger. Et ce pays-là, s'il émerge, il est possible que ce pays entraîne d'autres pays avec lui. Et je pense que nous avons aussi le cas du Nigeria qui pourrait être un exemple. Alors ça se fera pas tout de suite, mais je pense qu'il faut cela et peut-être qu'on va y revenir. Et vous avez vu à propos de la construction du franc CFA, justement il y a déjà des tensions à ce niveau-là. Et le Nigeria que j'ai cité est l'un des pays qui pose un peu problème sur les critères à déterminer pour l'entrée dans le mouvement des autres pays, sans être long. Bon. J'ai une petite question parce qu'on apprend toujours à l'école, en cours de géographie, que ce qui fait la richesse et le développement, les possibilités de développement d'un pays, c'est le nombre de personnes qui y vivent et les richesses minières. Bon. On sait qu'après, quand on étudie un peu les choses, ça va souvent un peu plus loin que ça. Mais quand on y réfléchit, en Afrique, la plupart des pays d'Afrique ont des richesses minières absolument énormes. On parle de pétrole, on parle de diamants, on peut parler de lithium, on peut parler des terres rares, de tous les minéraux et de toutes les formes de minéraux. Et si on met à part l'Asie où en fait il y a à peu près la moitié de la population mondiale qui vit, l'Afrique c'est quand même le deuxième continent en termes de population de vie des personnes.
Donc qu'est-ce qui j'allais dire, c'est une question naïve. Je connais à peu près la réponse. Qu'est-ce qui entrave le développement de l'Afrique? Mais qu'est-ce qui entrave le développement des pays africains et même de l'Afrique en soi? Oh, il y a beaucoup de choses, je dirais. Il y a pas une seule raison. La question de la population que vous avez citée est un premier critère. On appelle ça l'effet de nombre. Hein? L'effet de nombre, voyez le Nigeria. Si le Nigeria est émergent, c'est un peu grâce au nombre. Je prends un pays qui est, enfin on dit, c'est toujours l'avant-dernier, si ce n'est le dernier. Je pense au Burkina Faso. Quand vous regardez le Burkina Faso, à partir du moment où on a eu le retour des Burkinabés de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu la population qui a gonflé. Et cette population qui a gonflé, on a vu qu'en ce moment-là, l'équipe nationale a été meilleure. Mais pourquoi? Tout simplement parce que plus il y en a, plus on a la possibilité de trouver des gens capables de faire des choses. Donc l'effet de nombre est important. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que l'effet de nombre. Il faut de l'initiative et il faut surtout une capacité d'indépendance dans son initiative. Et je crois que la raison majeure aujourd'hui pour ce qui concerne l'Afrique, eh bien, c'est la capacité d'initiative indépendante. Et quand vous prenez les pays anglophones, que vous les mettez à côté des pays francophones, alors pardon les Français, moi aussi je suis français puisque je vis ici depuis 30 ans, je suis plus français que certains d'autres du point de vue du temps. Bon, donc pardonnez-moi, mais quand on regarde les deux types de colonisation, ils sont tels que les pays anglophones se tirent mieux que les pays francophones. Tout simplement parce que il y a une capacité d'indépendance et d'initiative qui est importante et qui fait que les gens avancent. Je pense, pour ma part, et sans aller plus loin, la raison pour moi la plus importante, c'est cela. Et dans les questions probablement que nous allons aborder, j'aurai l'occasion de revenir sur cet aspect. Joseph, pour conclure sur cette première partie. Oui, ce que je voulais dire, en fait, le professeur tout à l'heure l'a souligné par rapport au type de colonisation qu'il y a eu dans ces territoires. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un impact réel dans la manière dont la plupart, justement, de ces pays africains ont été dirigés pendant plus d'un siècle, que ce soit sous le joug anglais ou que ce soit sous le joug français. Parce que si on regarde du point de vue de sociologie ou d'ethnologie, la plupart des territoires africains ont connu le système d'assimilation. Or, en sociologie, qu'est-ce que c'est que l'assimilation? C'est le fait tout simplement qu'une minorité décide tout simplement de s'abandonner aux caractéristiques culturelles du grand nombre. Et en faisant cela aussi, il y a la question de l'adoption de la langue, mais aussi de l'abandon du mode de vie. Et malheureusement, aujourd'hui, quand il y a eu l'indépendance, ce qui devait se faire pour avoir justement cette capacité d'initiative, c'est de penser par l'Afrique aurait dû penser par elle-même. Les dirigeants auraient pu choisir tout simplement ou adopter un système de gouvernance qui était autre que celui laissé par les puissances coloniales. Malheureusement, on était plus dans la voie du suivi que dans la voie tout simplement d'une rupture proprement dite. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve de l'autre côté avec cette question de l'afropessimisme. Au fond, c'est quoi? C'est tout simplement des dirigeants africains qui ne pensent qu'ils ne peuvent se réaliser qu'en étant dans l'union tout simplement des anciennes puissances colonisatrices, qu'ils ne peuvent se réaliser que lorsqu'il y a toujours cet assistanat. Alors quand il y a l'assistanat, justement, ça fait que aujourd'hui on a toutes les richesses dont tu parlais tout à l'heure, dont nous disposons, et qui malheureusement nous les avons, mais nous n'avons pas la main mise sur ces richesses-là et nous ne décidons pas justement de l'orientation qui devrait être faite sur ces richesses. Et c'est la raison pour laquelle il y a une petite nuance peut-être qu'il faudrait faire. L'Afrique en tant que telle est riche, mais c'est le peuple noir qui est pauvre. Et ça crée un grand paradoxe. Autant il y a l'esprit d'initiative qui devait être fait, autant aussi je pense qu'il devait aussi avoir une espèce de rupture qui devait être marquée, parce que cette rupture au niveau des États-Unis, ça a été fait parce qu'on a chassé une petite partie justement des Britanniques qui ont immigré depuis le XVIe siècle, et il y a eu l'esprit américain qui a prévalu surtout. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un esprit burkinabé. Il y a eu une tentative avec Thomas Sankara et d'autres leaders, mais on ne peut pas parler d'un esprit d'initiative africain, puisque les gens sont tellement cloisonnés sur le fait on a une colonisation britannique. Au-delà de cela, il y a un peuple noir. Et ça, il me semble que Cheikh Anta Diop l'a très bien exprimé dans Nation Nègre et Culture et dans son autre ouvrage Fondement des civilisations, je ne me rappelle pas trop exactement du titre. Nègre. Voilà, c'est ça. Vous l'avez compris, 60 ans après les indépendances, l'Afrique n'est pas prête, ou en tout cas ses dirigeants ne sont pas encore totalement prêts à impulser le mouvement nécessaire au développement du continent. On en reparle
dans quelques minutes après une petite coupure musicale. Alors, c'est de nouveau le groupe des Treehouse. Et cette fois-ci, je vais vous faire écouter une vieille chanson des Pogs qui s'appelle Dirty Old Town. On y va. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers sur la RBS 91.9. Donc nous sommes encore et toujours avec nos invités, le professeur Sommet et Joseph Correa, sur le thème du panafricanisme. Et pour la suite, je laisse la parole à Yankou. On parle depuis quelques minutes de panafricanisme. On n'a pas eu le temps de développer ce thème longuement. Quand je dis panafricanisme, qu'est-ce qui vous vient en tête en premier, professeur Sommet? Qu'est-ce qui me vient en premier quand vous dites panafricanisme? Écoutez, moi je dirais c'est la construction et le développement de l'Afrique à partir de ses valeurs endogènes, tout simplement. Construction et développement de l'Afrique à partir de ses valeurs endogènes et dans une cohésion entre les différents pays. Se mettre ensemble, mais en se fondant sur les valeurs endogènes de l'Afrique. Alors, c'est bien un gros mot que de dire les valeurs endogènes de l'Afrique comme ça aujourd'hui. J'ajouterais que il y a cette prise en compte des valeurs endogènes de l'Afrique qui me paraît nécessaire, indispensable, mais il y a aussi la considération de l'histoire, c'est-à-dire ce par quoi l'Afrique est passée, à savoir la colonisation. On ne peut plus aujourd'hui ignorer ce fait-là. On ne peut plus se contenter de dire que c'est un fait qui a apporté que des éléments étrangers, d'accord? Il faut, il faut l'assumer. Il faut l'assumer, se l'approprier, pour que ça soit quelque chose qui soit propre à l'Afrique. Je dis souvent une chose. Demain, peut-être, quand je dis demain, c'est un demain assez loin, mais demain, le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol dans une moindre mesure, seront des langues africaines. Et quand ces langues seront des langues africaines, alors là, la question sera différente. Parce qu'il est absolument pareil de penser en anglais, de penser en français, que de penser en moré et d'écrire en français. C'est pas du tout la même chose. On traduit, on transcrit. Et là, c'est pas la même chose. Et aujourd'hui, vous tous ici présents, quand nous parlons français, nous ne pensons plus dans nos langues maternelles avant de parler en français. Et quand il vous arrive de parler dans votre langue maternelle en français, vous vous rendez compte que ça ne va pas. La formulation, la tournure ne va pas. Et si vous essayez de traduire, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez parlé en moré, en dioula, en bambara ou je ne sais quoi d'autre. Et donc, pour moi, ça, c'est très important. Et donc, quand je parle de valeurs endogènes, il y a bien sûr ce que l'Afrique est ou a été, mais il y a aussi ce que l'Afrique est aujourd'hui dans son rapport avec l'Europe, parce que on ne pourra plus l'éviter, absolument. Joseph, panafricanisme, qu'est-ce que cela vous évoque Quand j'entends le mot panafricanisme, moi j'irai au-delà de ce qu'a évoqué le professeur Sommet, en parlant de l'Afrique, mais aussi il faut également étendre la notion d'Afrique et les diasporas africaines. Puisque en réalité aujourd'hui, quand on parle du mot panafricain, ce qui ressort, c'est tout simplement le mot africain. Mais ça va au-delà de l'Afrique. Puisque même quand on interroge l'histoire dans son cours, on se rend compte que, à la base, lorsqu'il y a eu l'apparition de ce mot, c'est d'abord les diasporas qui ont d'abord porté ce combat-là pour l'unité du peuple noir. On parle dans ce cas-là de la grande famille noire, et quand on parle de la grande famille noire, c'est-à-dire il faut penser d'abord le mot panafricanisme en termes de lutte, penser le terme panafricain en termes de construction sociale, penser aussi le panafricain en termes de direction politique et culturelle aussi, dans un premier temps, c'est ce que je dirais. Bon, vous faites bien de m'amener sur ce
ce plan, parce que justement ce mouvement a été porté, je ne dirais pas dans les années 60, bien avant, par de grandes figures historiques. Quelles sont pour vous celles qui ont été les plus marquantes? Alors, pour moi, il y a d'abord deux temps. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler un panafricanisme continental qui concerne tout simplement le panafricanisme du point de vue de l'Afrique. Et dans ce cas, on a une pluralité de figures. On pourrait penser tout de même la figure de Proust et Kwame Nkrumah, qui a été président du Ghana. On pourrait aussi également penser, je disais tout à l'heure le cas du Sénégal avec Cheikh Anta Diop. On pourrait aussi penser à des figures de panafricains modernes, contemporains. Kadhafi aussi en fait partie. Il y a aussi également le président guinéen Sékou Touré qu'il ne faut pas oublier. Il y a aussi également des figures comme Thomas Sankara. Ça, c'est du point de vue du côté de l'Afrique. Maintenant, le panafricanisme de l'autre côté, vu du côté de la diaspora, il y a des figures emblématiques. D'abord, il y a Sylvester Williams, qu'il ne faut pas oublier, qui a quand même été à l'origine de la première conférence sur le panafricanisme qui s'est tenue en 1900 à Londres. Il y a également la figure de Marcus Garvey, donc qui est lui d'origine jamaïcaine, qui a longtemps prôné pour le retour tout simplement des descendants afro-américains, comment dirais-je, en Afrique, et c'est là où on assiste un peu à la création du Libéria. Il y a tout de même aussi, comment dirais-je, la figure de, comment dirais-je, je me perds. Oui, de Dubois. Et je laisse le professeur continuer s'il y a également d'autres. Non, enfin, moi, sur cette question, j'ai pas grand-chose à dire. C'est simplement, Dubois m'est venu en tête. Et puis, moi, ce que j'ajouterais simplement, c'est que, pour moi, il y a une petite nuance. En fait, l'intervention de la diaspora, si on peut même appeler ça diaspora, en réalité, si on peut appeler ça diaspora, eh bien, la question va se poser pour moi plus en termes de Noirs, oui, et moins en termes d'Afrique. Hein? C'est d'abord la question du Noir. Ce Noir-là qui a été en fait, on va dire, une minorité opprimée, hein, et ça remonte à loin, c'est-à-dire à la période de l'esclavage. Et c'est pour ça que on va avoir comment dirais-je, les intellectuels qu'on va appeler aujourd'hui afro-américains, hein, qui vont intervenir là-dedans. Ils vont intervenir là-dedans assez fortement. Hein, et donc cette question de noir se pose, et là où vous avez absolument raison, c'est le mot culture que vous avez introduit. Parce que ce panafricanisme-là va se traduire sur le terrain littéraire. Et en particulier à travers la négritude. Et c'est pour ça que sur cette question de négritude, c'est pas d'abord, j'allais dire, les Africains qui ont été à la pointe au départ. Ce sont les Américains, les Noirs américains. À l'époque, c'est comme ça qu'on les appelait. Ce sont les Noirs américains qui ont été très à la pointe. Ensuite, on a comment on appelle ça, pas les créoles, mais les Antillais. Les Antillais. Hein? Ensuite, on a les Antillais. C'est après qu'arrivent des gens comme Senghor, hein, et des gens comme Césaire, hein, qui vont avoir chacun de son côté sa forme de négritude. C'est pas tout à fait la même chose entre Césaire et puis Senghor. Du côté de Senghor, on voit quelqu'un, vous qui parlez d'assimilation tout à l'heure, on voit quelqu'un qui est plus du côté de l'assimilation que Césaire, lui, qui est plus du côté de la lutte et qui prône une indépendance justement de ces intellectuels noirs et à terme de l'Afrique. Donc voilà, si je devais avoir quelque chose à ajouter, ce serait là. Mais moi, je pense que la question panafricaine, elle est beaucoup plus affirmée sur le plan politique, hein, de la gouvernance, de la direction des peuples et de la gestion économique, mais en prenant en compte bien sûr cette dimension culturelle. Et cette dimension culturelle, justement, vous avez cité Nkrumah. Nkrumah va revendiquer quoi? Il va revendiquer justement l'utilisation des traditions africaines. Et il va dire que dans ces traditions africaines, il faut se tourner vers l'Égypte. Parce que l'Égypte est un moment important pour lui
et pour la construction de ce panafricanisme-là. Et c'est pour ça qu'à un moment, on arrive à avoir des gens comme Kadhafi, qui pourraient avoir quelque chose de très intéressant dans cette construction panafricaine, parce que là, on va au-delà, justement, du noir comme couleur et du noir comme peuple, et on touche au continent. Juste une question. Quand on parle de l'Égypte de Nasser ou de manière plus générale? Non, quand on parle de l'Égypte, on parle plutôt de l'Égypte ancienne. D'accord. Hein, de l'Égypte pharaonique. C'est ça. Pardonnez-moi de n'avoir pas... Oui, non, mais c'est... Alors, une question pour Joseph. Quels sont les souvenirs que tu gardes des figures que tu as citées tout à l'heure? Souvenir, enfin ce mot me pose problème parce qu'on se souvient de quelque chose que l'on connaît. Moi, je n'étais pas né quand. D'accord. On va peut-être poser la question au professeur Sommet et peut-être quand on va évoquer les figures actuelles, on réinterrogera Joseph. On peut aussi se demander quelle est la mémoire que tu préfères. Ou les figures contemporaines. Vous voyez, c'est incroyable ça. Alors maintenant, les questions se posent en termes de l'âge des invités. Ben, le savoir, il se transmet. Hein. C'est vrai. Et il y a des jeunes qui sont plus valeureux que des anciens. Donc... non, moi je dirais, pour moi, franchement, politiquement, la figure qui me marque, bon, il y en a deux. C'est Nkrumah. Pour moi, c'est Nkrumah. Pour moi, le père du panafricanisme en Afrique, c'est Kwame Nkrumah. D'abord, il a voulu ça, l'Union africaine. Il a voulu que l'Afrique soit unie. Il n'a jamais cherché autre chose. Et quand il se battait de ce point de vue-là. Ensuite, il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé, et ce n'est pas parce que il est de mon pays, Joseph Kizerbo. Oui. Joseph Kizerbo fut un grand panafricaniste, et Joseph Kizerbo, pour moi, a mis ses pieds dans les pieds de Nkrumah. Et pourquoi? Faut pas oublier, Kizerbo est allé enseigner en Guinée. En Guinée, exactement. Avec son épouse. C'est seulement après qu'il est revenu au Burkina. Et quand il est revenu au Burkina, il n'a jamais cessé de se battre pour la réunion des pays africains. Il a un mot que je vais lâcher tout de suite maintenant, la fameuse natte des autres. Hein? Vous ne pouvez pas prétendre avoir de la liberté, vous ne pouvez pas prétendre être indépendant lorsque vous dormez dans la natte de l'autre. Si vous n'avez pas votre propre natte, eh bien vous pouvez pas dormir. Voyez? Et c'est ça. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, la capacité d'indépendance ou d'initiative indépendante. Si vous ne pouvez pas prendre votre décision vous-même, eh bien vous ne pouvez pas être quelqu'un, vous ne pouvez pas être quelque chose. Et de ce point de vue-là, moi je pense que Joseph Kizerbo, parmi les gens qui nous sont le plus proches, eh bien il fait partie des grandes figures du panafricanisme qui m'ont marqué. Et évidemment Sankara à sa manière, hein, encore parmi les figures qui nous sont les plus proches. Oui. Je n'ose plus poser la question. Est-ce que Joseph Kizerbo, pour son combat pour le développement endogène, ou d'autres personnes, tu as cité tout à l'heure Sékou Touré, même si tu ne les as pas connus. Oui, d'accord. C'est vrai que je ne les ai pas connus parce que je suis né en fin 90, donc je suis assez jeune par rapport au professeur. Ceci est une boutade. Mais bon, moi, j'ai une figure qui est assez contemporaine et qui aujourd'hui peut être considérée comme étant parmi les panafricanistes modernes. C'est-à-dire, c'est la figure de Kadhafi. Aujourd'hui, on a assisté à une entreprise de diabolisation de ce monsieur dès qu'il a commencé à servir les intérêts tout simplement de l'Afrique. Et l'on connaît aujourd'hui toutes les entreprises faites par ce monsieur pour qu'il y ait une union, une unité justement de l'Afrique et qui rejoignait un peu ce que le professeur disait en termes de comment dirais-je, de panafricanisme par rapport à
comment dirais-je, l'Afrique qui est unie et qui est une vision tout simplement de Kwame Nkrumah qui a été tentée vers les années juste après 1958 avec la Guinée et comment dirais-je le Ghana. Malheureusement, ça a complètement échoué. Et je prends l'exemple de Kadhafi parce que tout simplement, n'oublions pas que Kadhafi a contribué à la construction d'une université au Burkina. Et il a aussi également beaucoup fait par rapport à la Guinée. On parle de la Guinée qui, en 1958, la France a complètement délaissé ce peuple-là. Il y a eu des intellectuels tels que Joseph Kizerbo qui étaient partis enseigner. Il y a eu David Diop. Il y a eu énormément des intellectuels africains qui étaient là-bas pour porter une main de secours à cette Guinée-là. Donc je pense que moi, je prendrais Kadhafi pour la figure que je connais le mieux. Et je prendrais aussi, dans une certaine mesure aussi, Sankara, que j'ai connu tout simplement de nom, puisque je crois quand il était mort, je n'étais pas encore né. Bon. 87. Oui, je suis né un an après. 15 octobre 87. Voilà. Tu as dit tout à l'heure... Non, je partage un certain nombre de choses qui ont été dites. Peut-être pas tout ce qui a été dit sur Kadhafi. Juste une petite rectification. Kadhafi n'a pas construit d'université au Burkina. Il a construit un amphi. Un amphi, oui, exactement. C'est ça. Oui. Et sur tout ce que Kadhafi a fait, il y a des choses bien discutables. Et sur le traitement des Africains en Libye, on pourrait en dire des choses pour quelqu'un qui se prétend être panafricaniste. Mais bon, je ferme la parenthèse. On y reviendra peut-être dans le cadre d'autres débats. C'est vrai. Oui. Donc, toujours sur cette question du panafricanisme, donc 50 ans après, et vous avez tous fait le constat tout à l'heure, on en est loin de cette Union africaine. Donc, quel bilan on peut en faire aujourd'hui, 50 ans après? Où en est le panafricanisme? Quelles sont les figures actuelles qui, pour vous, peuvent l'incarner ou pourraient l'incarner? En dehors de Kadhafi qui est, oui, qui comme est on le déjà sait. à la trappe. Voilà. Léa, Joseph? Alors, moi, je ne dirais, je ne vais pas mettre un silence comme l'a fait le professeur. Je pense qu'il y a des figures qui l'incarnent. Je pense un tout petit peu dans le cadre francophone, je pense à Kémy Séba. C'est-à-dire, aujourd'hui, bon, il est vrai que on peut ne pas être d'accord justement sur le combat qu'il mène. Moi, personnellement, je suis pas d'accord sur l'orientation, justement. Mais je pense que aujourd'hui, il y a deux choses qu'il faut préciser. C'est-à-dire que le professeur l'a dit tantôt, il y a deux types de panafricanisme. Il y a un panafricanisme politique, il y a un panafricanisme culturel. Et je pense que l'échec, justement, de ce panafricanisme actuel moderne, c'est l'échec du panafricanisme politique. Et il y a un triomphe justement de l'autre panafricanisme qui est plutôt culturel, incarné par des traditionalistes. Il y a il m'est impossible pour le moment de dire les prénoms parce qu'il y a un Malien qui a écrit un livre sur la question des religions dites révélées, qui a émis un bémol en disant qu'il n'y avait pas de religion révélée, mais on pourrait plutôt parler de religion dite révélée et qui appelle plutôt à un retour tout simplement des religions traditionnelles parce que, au fond, pour ces traditionalistes, on ne parlerait pas plutôt de religion, mais plutôt de spiritualité. Et là, voilà, les mots ont leur sens et ça permet justement de mettre des nuances. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué, mais disons, on s'est un peu dispersé par rapport à la respiration de départ. Le professeur Sommet a parlé de l'Angola tout à l'heure. Certains parlent actuellement de Kagame. Est-ce que ces personnes ou ces modèles, est-ce qu'il y a des modèles actuellement de pays qui peuvent soit être moteurs ou en tout cas incarner quelque chose, comme on l'a dit tout à l'heure, soit des individualités qui, au bout d'un moment, attirent tout le continent ou en tout cas une logique beaucoup plus fédéraliste? Non, moi je n'ai pas réagi parce que je ne... Bon, indépendamment de ce que je ne sais pas, hein, je ne sais pas tout, donc je ne perçois pas en fait aujourd'hui quelqu'un qui incarne une idéologie accompagnée d'une action politique et économique. Je ne vois pas ça, et qui serait en tout cas porteur d'une idée panafricaniste. Parce que les précédents dont on a cité, ils avaient une idéologie. Et ils avaient la volonté d'avoir une action politique
et que dans cette action politique, il y a une action économique qui va avec. Et que dans cette action économique qui va avec, il y a une action, d'ailleurs je dirais que le culturel devait être le ciment de toutes les actions. Exactement. Voyez, aujourd'hui, moi, je n'arrive pas à percevoir ça, indépendamment de mon ignorance. Peut-être qu'il y a des choses qui se font et que j'ignore. Dans ce cas-là, oui. En revanche, c'est vrai, moi je cite l'Angola, je cite le Nigeria, et là, c'est sur le plan économique. On peut même ajouter le Ghana. Parce que quand vous regardez le Ghana tombe souvent, mais se relève de lui-même. Aujourd'hui, les Burkinabés ne vont plus faire des vacances au Ghana. Pourquoi? Parce que le CID est redevenu trop fort. Voyez? Donc, ça veut dire que l'économie du Ghana est redorée. Voyez? Et donc, pour moi, ça, c'est important. C'est-à-dire, si des pays émergent économiquement, il y a cette question, bien sûr, de l'autosuffisance. Parce que nous parlons de développement, mais la première question, c'est quoi? Est-ce que les gens arrivent à manger correctement? Est-ce que les gens arrivent à se vêtir correctement? Est-ce que les gens arrivent à se soigner correctement? Ça, ce sont des besoins fondamentaux. Et lorsqu'on a dans un pays, eh bien, ces besoins fondamentaux qui sont satisfaits, eh bien, on peut commencer à parler de développement ou d'émergence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui parlent d'émergence. Au Burkina Faso, on a vu avant 2014, le Burkina était un pays émergent. Hein? Émergent. Alors que il y a une bonne partie de la population qu'on n'arrive pas à soigner, que dès que quelqu'un est très sérieusement malade, si elle ne parle pas, elle meurt. Donc, voyez, et donc pour moi, aujourd'hui, ce que je perçois, c'est ça. Sur le plan économique, en tout cas, j'ai 3 pays, l'Angola, le Nigeria et dans une moindre mesure le Ghana. Et si ces pays-là continuent, peut-être il y en a d'autres, hein, si ces pays continuent, eh bien, ils peuvent peut-être drainer, comment dirais-je, d'autres pays et arriver à fabriquer quelque chose. Mais aujourd'hui, et c'est peut-être pas le seul cas, enfin, c'est peut-être pas l'Afrique seulement qui est dans ce cas-là, on a une forme de perte d'idéologie qui fait que, moi, je ne perçois pas ça en Afrique pour pouvoir parler de panafricanisme au sens plein du terme qui serait actuel. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit le professeur, mais je suis également très sensible à la remarque de Dr Yankou, dans la mesure où peut-être on peut ajouter aujourd'hui le Rwanda, parce que je pense qu'aujourd'hui, par rapport à l'identité culturelle dont nous parlions tout à l'heure, que nous avions évoqué tout à l'heure, par rapport à un esprit d'initiative, l'Angola est en train de faire aujourd'hui un bond, parce que récemment, l'Angola fait partie aujourd'hui des pays dont Air Rwanda peut aujourd'hui avoir des vols jusqu'aux États-Unis. Donc ça, c'est une première. On peut compter les compagnies aériennes qui sont capables de le faire, mais je pense que moi, quand je disais aujourd'hui qu'on peut trouver des figures qui pourraient représenter un peu des panafricanistes, peut-être on pourrait pas les appeler panafricanistes au sens premier du terme, tel que le furent peut-être les premiers, mais on peut parler de continuateurs, tu vois, des passeurs aujourd'hui qui sont en train de relayer tout simplement cette idéologie. Il y a une perte de vitesse considérable que nous notons, mais aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, on a plus des leaders africains qui s'affirment que des panafricanistes. Ouais. Ok. Alors, une dernière question sur l'intégration africaine. Pensez-vous que c'est un mythe ou un projet réaliste? Et comment jugez-vous le fonctionnement des instances actuelles? Chaotique. En moins de 5 minutes. Oui, Ok. c'est ça. Moi, vraiment, en 1 minute, je dirais, c'est vraiment un mythe dans le sens où, je sais, il y a l'échec des politiques, mais politiques en tant que, voilà, des personnes qui représentent, qui incarnent une politique, mais il y a aussi l'échec tout simplement dans la mise en place des politiques africaines qui sont là. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Union africaine a montré ses faiblesses parce que comment ça se fait que Haïti, on aurait pu avoir une union des peuples noirs, ce serait, pour moi, c'est quelque chose de plus, ça me paraît plus logique que d'avoir une union africaine où Haïti et les autres, peuples noirs sont exclus, alors que nous avons tous les mêmes problèmes. Tout le peuple noir a les mêmes problèmes. De l'Afrique jusqu'aux Antilles, c'est le même souci. Donc, voilà. En guise de résumé, je laisse le professeur finir. Non, moi, je dirais tout simplement que au niveau de l'intégration africaine, moi, je pense qu'il y a de petites choses quand même qui sont à noter. Hein, au moins au niveau de la CEDEAO,
il y a une possibilité de circulation. Vous savez que désormais, il y a un passeport qui s'appelle le passeport CEDEAO, voyez, et qui fait que si vous allez d'ici, par exemple, au Bénin, vous arrivez au Bénin, vous n'avez pas de passeport. Si vous présentez votre passeport CEDEAO, même périmé, ou si vous présentez une pièce d'identité de votre pays, eh bien, vous êtes accueilli et vous pouvez y séjourner pendant 3 mois sans avoir besoin à demander un visa. Bon, ça a l'air de rien du tout, mais c'est important pour les déplacements. Et justement, des gens qui font des affaires, eh bien, ils ont besoin d'avoir cette possibilité de facilité dans les déplacements. Donc, je pense que de ce point de vue, il y a quelque chose qui est frémissant. Il y a quelque chose qui est frémissant. Mais pour ce qui est du fonctionnement des institutions africaines, oui, là-dessus, il y a beaucoup d'efforts à faire encore pour que ça prenne. Hein, et même ce que j'ai cité est assez minime. Mais il y a une chose que je dirais quand même, qu'on n'a pas évoqué dans notre entretien, c'est justement ce mot Afrique. Voyez, Afrique, c'est pas un mot africain. Afrique n'est pas africain. Et donc, quand vous parliez tout à l'heure du fait que l'Afrique ne soit pas représentée dans les G7, ce que j'aurais dû ajouter, c'est que, vous savez, il y a une chose qui est très importante. Si on ne s'identifie pas soi-même, si ce qu'on est, c'est ce que les autres disent de vous, eh bien, vous ne pouvez pas avoir une force de frappe. Vous ne pouvez pas avoir une force d'action. Pour agir, il faut d'abord savoir qui on est. Il faut une identité. Or, aujourd'hui, c'est quoi l'identité africaine? L'identité africaine a d'abord été fabriquée par les autres et non par les Africains eux-mêmes. Ils doivent se réapproprier de cette identité fabriquée pour pouvoir la transformer en leur identité afin d'agir. Et donc, si je reviens à la question que vous aviez posée, à savoir qu'est-ce qui constitue le handicap dans le développement de l'Afrique, eh bien, je vous répondrai, entre autres, cette question d'identité. Si je ne sais pas qui je suis, je ne peux pas dessiner ma route. Je ne peux pas dessiner mon futur. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et regardez, Cameroun, ça veut dire quoi? Crevette. Gabon, ça veut dire quoi? Gambao. C'est un manteau qui est porté par les Portugais. Et ce sont les Portugais qui donnent ce nom. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent là où ils vont, ce qui va devenir le Gabon, c'est l'estuaire. Ils ont trouvé que cet estuaire avait la forme du manteau qu'ils ont connu au Portugal et ils ont appelé ça Gambao. N'est-ce pas? Côte d'Ivoire, le résultat d'une rivalité entre Britanniques et Français, et parce que les Britanniques ont leur Gold Coast, il faut que les Français aussi leur côte. Donc ils ont leur Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire va devenir la basse Côte d'Ivoire et le Burkina va devenir la haute Côte d'Ivoire pour devenir ensuite la haute Volta et pour ne devenir qu'en 1984 le Burkina Faso, enfin, dans des termes de langue du Burkina Faso. Voyez? Donc, pour moi, la chose commence là. La construction d'une identité, l'affirmation de soi dans une identité pour qu'on puisse véritablement parler de développement. C'est pour ça que moi, je situe Kwame Nkrumah comme étant le meilleur, le plus grand des figures du panafricanisme de mon point de vue. C'est sur cette belle conclusion que nous vous quittons, chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. Merci à nos invités. Et Eric, je te laisse conclure. La semaine prochaine, même jour, même heure, pour de Strasbourg et d'ailleurs. Et tout de suite, nous laissons la place à nos amis d'Afrique Hebdo. Ça va vite, hein, vous avez vu.